Bonjour toutes et tous, nous allons ouvrir cette journée avec un programme chargé et duquel on attend beaucoup. Je tiens à vous remercier de votre présence ici. Nous savons à quel point les unes et les autres vous êtes impliqués sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Très rapidement, comment l'idée de ce séminaire s'est imposée à nous. À l'Académie, on a un certain nombre de groupes de travail, dont certains développent des sujets parfois sur du long terme. Et parmi ces groupes de travail, nous avons un groupe de travail AJP, Architecture et Jeunes Publics, qui, après un certain nombre d'années de réflexion et qui menait des actions d'accueil des classes dans nos locaux, des réflexions sur les pédagogies, la médiation, la transmission. À la suite de la période de la crise sanitaire que nous avons traversée, était un petit peu en stand-by. Et en essayant de voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ces groupes de travail avaient perdu un peu de vitalité, j'ai constaté qu'il y avait quelques divergences dans les intentionnalités que ces groupes de travail souhaitaient pouvoir développer. Il y en a qui s'intéressaient aux réflexions sur les pédagogies à l'espace, d'autres qui étaient davantage intéressés sur des réflexions à propos des espaces d'enseignement. Bref, il était utile de clarifier un peu les objectifs. Et puis, il nous est apparu que si les questions des espaces d'enseignement, la réflexion sur les pédagogies, les expertises et expériences étaient tout à fait nécessaires et plutôt assez pointu, il n'en restait pas moins que tout ce que nous faisions avec beaucoup d'énergie et d'effort ne concernait qu'un petit public d'élèves et on avait du mal à passer à une échelle plus massive, à y avoir un impact suffisamment large. Puis, en allant plus dans les détails sur cette question, on a vu que c'est les mêmes sujets qui concernent l'ensemble des institutions qui travaillent sur la médiation. C'est-à-dire depuis des décennies, et nous allons les voir, il y a une énorme expertise accumulée, beaucoup d'énergie déployée, et in fine, globalement, toutes structures confondues, nous n'arrivons à dépasser un plafond d'environ, on va voir des éléments dans les différentes tables rondes qui vont se suivre, d'environ 8 sur 1000 du public concerné, c'est-à-dire les jeunes en milieu scolaire, de la maternelle au lycée. Il y a 8 sur 1000 qui ont, à un moment de leur scolarité, une sensibilisation à la question du cadre de vie de l'espace. Et donc, il m'a semblé que, évidemment, il faut poursuivre toutes les réflexions, les recherches, les expérimentations sur la médiation, la transmission, l'enseignement, les pédagogies, les réflexions sur les espaces d'enseignement, mais il est temps qu'on arrive à promouvoir un passage d'échelle et à faire que toute cette expertise puisse viser un
public beaucoup plus large et plus massivement. À partir de là, on a commencé à travailler dans ce sens et on a identifié très rapidement, grâce notamment à Claude Grandpré qui a porté au nom de l'Académie ces sujets de façon très volontaire, on a identifié comme partenaires privilégiés pour avancer les réseaux des maisons de l'architecture. Comme vous savez tous, l'ensemble des maisons de l'architecture sont également très mobilisés sur cette question. Donc on s'est rapproché d'Anne-Sophie Kerr et on a commencé à travailler avec la volonté mutuelle que ça soit pas encore une fois de l'entre-soi, mais d'ouvrir ça très largement dans une logique multipartenariale. Et donc c'est l'essence de l'appel que nous avons fait à l'ensemble des institutions qui portent cette question de la médiation culturelle de l'architecture auprès du jeune public. Et nous remercions toutes les institutions, organisations qui sont présentes aujourd'hui. À nos côtés, notre but, c'est que ces moments soient un moment très fort dans un long processus qui vient de loin, mais qui doit se poursuivre. Et nous avons la volonté de poursuivre tous ensemble parce qu'on est persuadé que c'est le seul moyen de porter ces passages d'échelle, des massifications de la culturation, de la sensibilisation, de l'architecture auprès du cadre de vie au sens large, de nos milieux habités auprès des jeunes. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la formation des élus. Tout commence à l'école et si on arrive à commencer par les débuts, on aura déjà fait un grand pas. Nous aurons dans les programmes de la journée que vous savez entre vos mains, une journée que j'espère sera très riche avec un premier témoignage, un grand témoin. Nous avons sollicité Philippe Madec qui a accepté et que je remercie très particulièrement. Puis 4 tables rondes. Ces tables rondes sont, comme vous l'avez compris, complémentaires et visent à dérouler tout au long de la journée notre intentionnalité. Une première table ronde qui va plutôt poser la question de pourquoi, essayer de poser la question et d'y répondre à pourquoi ces séminaires, quelle est la nécessité que nous identifions de porter vers ces sauts d'échelle en termes de sensibilisation et acculturation. Pourquoi promouvoir donc cette sensibilisation auprès des jeunes? Une deuxième table ronde qui va faire un état des lieux de tout ce qui a été fait depuis des décennies pour qu'il soit évident que nous partons d'un socle extrêmement solide avec des expériences, des acquis très riches et un nombre important d'acteurs engagés de longue date sur lesquels nous souhaitons nous appuyer pour poursuivre ces démarches. La troisième table ronde pose la question plutôt du comment. Comment sensibiliser à l'architecture, quelle pédagogie, quels outils existent et quels outils sont à mettre en œuvre. Puis une quatrième, plus politique, conclusive, qui doit fixer la feuille de route pour la période à venir, de manière à atteindre l'objectif que nous nous fixons, c'est-à-dire embarquer avec nous
notamment les ministères des tutelles et les ministères concernés pour atteindre ces sauts d'échelle avec la forte volonté de ne pas perdre en qualité et gagner en quantité. Enfin, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de ces séminaires et à ce qui nous rassemble aujourd'hui puisse avoir lieu. D'abord, Anne-Sophie Kerr, présidente du réseau des maisons de l'architecture. Nous avons travaillé depuis un bon moment déjà au montage de ces séminaires et je te remercie beaucoup pour la qualité du partenariat que nous avons réussi à mettre en place. Mireille Sicard, Claude Grandpré, Chantal Fouquet, Roberta Guelli, Nathalie Lecoq, Dominique Gendre, Pierrick Beillever, Sophie Bertrand, Jean-Michel Bossu, Isabelle Moreau. Des remerciements pour Céline Mettel et Lodi Truc qui se sont aussi fortement mobilisés pour que ces séminaires puissent avoir lieu. David Habitant qui va faire la médiation des 3 premières tables rondes, modérateur, que je remercie. Tous les intervenants aux différentes tables rondes, je ne vais pas les nommer, vous les saurez à l'écran, en présence, et vous les savez également sur le programme que vous avez entre les mains. Merci à tous. Philippe, merci beaucoup d'avoir accepté de remplir ce rôle. La lecture du texte que tu vas nous faire partager nous confirme à quel point notre choix était pertinent. Les ministères de la Culture et de l'Éducation nationale pour leur soutien. Ces soutiens, pour l'instant, c'est un soutien, ils sont les 2 ministères acceptés que ces séminaires puissent être placés sous le haut patronage et je les remercie. Nous comptons beaucoup, parce que c'est un portage politique qu'il faudra désormais, nous comptons beaucoup sur le fait que ces soutiens puissent se poursuivre, parce que sans cela, ces projets ne pourront pas avoir les suites que nous souhaitons. Enfin, dernier remerciement à tous ceux qui ont œuvré depuis longtemps, qui œuvrent encore aujourd'hui, depuis des décennies, et dans les sillages desquels notre démarche s'inscrit. Merci. Merci Pablo pour cette belle introduction. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie, comme Pablo Katz, d'ouvrir ce séminaire ce matin pour évoquer avec vous l'accueil de l'architecture dans l'enseignement scolaire et surtout partager cette urgence de le renforcer parce qu'il revêt aujourd'hui une évidence par les troubles que nous traversons. Je suis d'autant plus ravie d'ouvrir conjointement ce séminaire que nous avons co-organisé Académie et Réseau parce que convaincus que nous étions et que nous sommes de réunir tous les acteurs et partenaires engagés dans cette quête de la sensibilisation afin d'engager ensemble son renforcement dans les classes. Je me joins à tous les remerciements que Pablo vient d'énoncer, que je réitère avec le même enthousiasme, nos partenaires institutionnels, le groupe de travail que nous avons constitué ensemble, Académie et Réseau, et tous les intervenants et intervenantes que vous allez découvrir aujourd'hui. Et plus spécialement Philippe Madec, qui a accepté sans hésiter d'être notre grand témoin aujourd'hui. Alors le réseau, en quelques mots, le réseau et les maisons, qui a été constitué en 2004, occupe une place spécifique dans ce paysage de la médiation architecturale et urbaine.
ce qu'il a pour vocation de soutenir les maisons d'architecture, les aider à déployer leurs actions et les pérenniser, en mettant notamment en réseau des outils mutualisables et des savoir-faire. Il engage également des réflexions sur des sujets d'actualité et encourage les actions partageables, en amorçant un dialogue avec tous les partenaires de la diffusion de la culture architecturale. Les maisons contribuent ainsi à sensibiliser le grand public aux enjeux liés à l'architecture et à l'urbanisme parce qu'elles sont convaincues que ces disciplines agissent sur la durabilité, la cohésion sociale, la citoyenneté et le mieux vivre ensemble. Alors c'est toute une histoire associative des architectes vers le public, vers les publics, comme le relatent très bien Mireille Sicard et Pierrick Bayvert, notamment dans l'ouvrage Transactions du réseau, dans un chapitre qui se nomme « Des outils pour comprendre ». Ils nous relatent que les maisons sont engagées depuis maintenant une trentaine d'années dans leur mission de transmission d'un savoir, d'une observation d'un savoir-faire et aussi d'un savoir-être des pratiques d'architecture et de construction de la ville. Les expérimentations, les actions, les événements, les supports pédagogiques et les productions réalisées par les maisons et leurs partenaires ont largement contribué à faire évoluer la pédagogie de la transmission de l'architecture qui appartiennent au mouvement des pédagogies actives, coopératives et documentaires. Cette posture collective des maisons, portée par des outils et des dispositifs pédagogiques, a en premier lieu comme objectif de donner des clés de lecture et d'observation. Ainsi, le réseau des maisons est une ressource partagée qui permet une constante mise en actualité et fabrication des supports de médiation, et notamment par des outils partagés que vous découvrirez aujourd'hui et que vous connaissez pour certains très bien, le site Archipédagogie dont Mireille parlera plus tard. Alors nous sommes convaincus que l'architecture est un langage qui doit parler à chacun. L'architecture est un acte et un art social. L'initiation au regard doit démarrer le plus tôt possible car elle revêt une prise de conscience de l'espace de vie, du partage, du vivre ensemble. La dématérialisation croissante de toutes les interfaces entre nous et le monde aujourd'hui, de nos liens, de nos actions, doit nous rendre encore plus vigilants à l'attention portée aux lieux, aux territoires, aux espaces susceptibles de retisser du lien social. L'architecture doit en être un réceptacle. Les actions pédagogiques dans les classes sont les graines d'une récolte future, et si elles aguerrissent aux valeurs humaines, sociales, politiques, elles sont d'utilité et de nécessité publique. Elles sont les jalons d'une future société empathique et à l'écoute des milieux. Initier à l'architecture, c'est apprendre le sens commun, c'est apprendre à habiter la terre, et si habiter, c'est être sur terre, demeurer, c'est aussi ménager son environnement et en prendre soin. Pour les actions pédagogiques qui sont menées depuis des années, les maisons démontrent leur capacité, leur expérience et leur faculté à travailler en réseau avec leurs différents partenaires, CAUE, VPAH, École d'architecture, Cité de l'architecture, Académie maintenant, et les services de l'éducation nationale, pour diffuser cette culture architecturale auprès des jeunes publics. Et cette démarche doit encore plus s'insérer dans les matières enseignées des cycles fondamentaux d'éducation, afin d'une part de révéler aux enfants citoyens les clés de compréhension de l'espace, de mettre les enfants en position de réfléchir aux besoins sociaux et à la possibilité de les traduire en architecture, de se projeter dans l'univers de la société que nous construisons ensemble et d'apprendre à ménager nos milieux et tous les vivants qui les habitent. Nous ne pouvons qu'espérer que notre discipline prenne une place enrichie dans les futurs programmes de l'enseignement afin de valoriser les projets impliquant les partenaires culturels dans les écoles comme un trait d'union entre toutes les disciplines artistiques et fondamentales afin d'ouvrir les champs de la connaissance et de l'intelligence sensible. Ensemble, nous pensons que c'est un gage pour
un meilleur rapport des futures générations à la préservation de leur milieu. Alors, comment allons-nous écrire ce plaidoyer ensemble? La tâche du futur citoyen qu'est l'enfant d'aujourd'hui, elle est claire. Il doit prendre en réparation le monde, par fragments, comme il lui vient. Et je citerai Baptiste Morisot, qui tout récemment, sur France Culture, nous disait que nous sommes à la fin d'un cycle, mais en même temps, nous sommes face à la naissance d'une compréhension du caractère insoutenable de notre manière d'habiter la Terre. Aussi, nous devons dimensionner nos forces aujourd'hui à la mesure des troubles qu'on nous a donnés en héritage. Aidons ensemble nos enfants, le plus vite possible, à faire acte de résilience et à construire ce qui fera sens, quoi qu'il arrive. Contribuer à l'habitabilité de la Terre est une réponse raisonnable. Et c'est un apprentissage aussi indispensable. Je nous souhaite une très belle journée de séminaire et je vous remercie. Bonjour et merci beaucoup de l'invitation, Pablo et Anne-Sophie, vraiment. Et merci pour tout le travail qui a été fait, Clou, qui a permis que je sois avec vous. Et comme vous l'avez dit, j'ai dit oui avec grande joie. J'ai dit oui avec grande joie. C'est vrai que ma voix est plutôt basse, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? Plus de corps, moins de technologie, c'est à peu près ma vie, donc ça vient peut-être de ma voix. Il faudra que j'y réfléchisse un jour. En tout cas, merci beaucoup. Quand vous m'avez demandé de tenir ce temps d'entrée, je me suis dit qu'il fallait que je sois précis, et donc j'ai écrit le texte que je vais vous dire. Ne m'en voulez pas, ça peut être parfois du texte lu, mais en fait voilà, ça commence en 2003. En 2003, le CEREN et le CNDP en fait souhaitent un ouvrage sur l'architecture, un ouvrage pédagogique sur l'architecture. Il fut publié en 2004 par les éditions Autrement, dans la collection destinée aux enfants, aux 8-12 ans, la collection Junior Art. En fait, Pierre Bernard m'avait contacté. Pierre Bernard était le conseiller d'Henri Dougier pour tout ce qui était art et culture. Il était architecte urbaniste et ceux qui l'ont connu savent à quel point il était aussi un artiste crocheteur incroyable, quoi. Mais vraiment, ça a été une joie de le rencontrer, y compris pour ces raisons-là. Il m'a accompagné, en fait, pendant le temps d'écriture, depuis le mois de janvier jusqu'à la remise du manuscrit en mai, pour une présence chez les libraires en septembre. Le livre a été vendu jusqu'en 2019, moment où les éditions Flammarion ont repris les éditions de Autrement et ont retiré en fait la collection de la vente. Bon, depuis 2003, on le sait, et vous l'avez dit aussi tous les deux, notre monde est bouleversé. Le dérèglement global chamboule notre planète. Comment donc, au premier quart du XXIe siècle, vous vous rendez compte, on est déjà au premier quart, hein? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 25 ans, quoi? Au premier quart du XXIe siècle, comment accueillir l'architecture dans les écoles? Comment les cultures populaires et savantes peuvent-elles se retrouver? Comment les questions posées par l'avenir nourrissent-elles le propos? Il y a la manière, il y a les pédagogies et il y a le sujet, et la journée va en parler. Un livre de commande à destination des enfants se nourrit de règles très précises que les responsables des conceptions éditoriales des collections jeunesse maîtrisent à la perfection. Il y a aussi la forme, et dans la forme, les phrases sont courtes, chacune porte une idée seule, les ponctuations très présentes structurent le fil, les illustrations déploient tout propos avec exactitude. Sur le fond, la première mesure prime à tout, dire la chose, rien que la chose, avec clarté. Le livre s'appelle donc l'architecture, une désignation, on va dire, qui est très juste à l'égard des enfants, qui aurait été un peu prétentieuse à l'égard de mes pères et de leurs parents.
bon, grosso modo, n'est plus Vitruve qui veut ou qui sait l'être, comme diraient les Belges, n'est-ce pas? En 2004, donc au même moment, avec les philosophes Benoît Gotz et Chris Younes, assistés de Stéphane Bonzani et de Mathilde Tillmans, nous travaillons à une recherche qui s'appelle Définition et indéfinition, l'énigme de l'architecture. Nous y avons entre autres cherché ce que la culture populaire entendait par architecture et demandé au sociologue André Sauvage de recueillir les propos de citoyens et de citoyennes ordinaires, de maîtres d'ouvrage et d'architectes. Voilà le résultat du travail d'André Sauvage. Dans la compréhension de l'architecture, l'histoire personnelle et professionnelle domine et crée une foule d'interprétations. Selon l'individu, un même bâtiment peut être qualifié d'architecture ou mis en question. L'architecture ne peut pas se définir en soi, résume André Sauvage. Elle est issue d'une construction rationnelle, singulière et plurielle. On peut établir une différence d'approche entre les usagers et les professionnels de l'architecture et de la construction. L'habitant s'exprime à partir de son histoire d'usager, avec ce qu'il connaît, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Le professionnel aborde également l'architecture avec son histoire personnelle, d'usager, mais son expérience professionnelle et sa relation à l'objet d'étude lui permettent d'introduire de la distance par rapport à cette histoire. Entre les architectes et les non-architectes, il y a les initiés. Ils savent lire l'architecture au-delà de la seule approche subjective. De prime abord, selon les personnes interrogées, l'architecture relève de l'art, déclinée sous différents styles. Ainsi, un même bâtiment peut être moderne, futuriste ou ringard. Le dire beau, moche ou raté relève du même principe. Dans l'enquête, l'architecture ne se confond pas avec la construction qui requiert d'autres compétences, plus manuelles et pratiques. L'architecture fait appel à autre chose. Il y a une recherche, du dessin, de la réflexion, du travail, c'est-à-dire une démarche raisonnée qui s'oppose au hasard et à l'aléatoire. Le jugement populaire sur l'architecture recourt donc à l'architecte. Il met à l'épreuve ses compétences, les comptabilise, le recours à son métier sert à affirmer ou non le statut d'architecture. Certains ouvrages n'accèdent pas à cette qualité parce qu'ils ne manifestent pas la mise en œuvre des capacités reconnues spécifiques à l'architecte. Cette enquête de Sauvage confortait une pratique pédagogique de la fin des années 90. En fait, professeur affecté à l'école d'architecture de Normandie, j'ai demandé le premier cours de la première année, du premier jour, la première heure. Bref, je voulais être le premier à parler aux étudiants. Pourquoi ? La première séance consistait à ce que les étudiants me posent 3 questions. Le cours de théorie pendant toute l'année consistait à répondre à toutes leurs questions. Pour la deuxième séance, ils devaient ramener une photographie d'un bâtiment de leur quotidien qui, à l'évidence, était une architecture. Puis, question subsidiaire, il leur était demandé de répondre à « Qu'est-ce que la beauté en architecture ?» Ces ex-lycéens, porteurs de la culture populaire, retenaient dans une très forte majorité, selon les villes qu'ils habitaient, des clichés d'églises, de palais de justice, donc ici c'est la cathédrale et le palais de justice de Rouen, des théâtres, des mairies, voire leurs anciens lycées. Pas de logements collectifs, peu de maisons individuelles, aucune rue ni place. Ils désignaient en priorité l'objet monumental, singulier, symbolique. Quant à la beauté, ils répondaient surtout qu'une architecture est belle quand elle est bien intégrée, ce qui n'était évidemment pas le cas des églises, des palais de justice, des théâtres, des mairies, etc. Jusqu'ici, il n'est donc question que d'architecture par les architectes, et pas d'architecture vernaculaire, que l'ICOMOS définit comme faite par et pour les gens. L'architecture vernaculaire répond aux besoins de tous les jours et exprime ainsi l'identité culturelle propre à un milieu auquel elle s'identifie. Et à cet égard, elle reflète les conditions historiques, culturelles, environnementales distinctes d'une région. Voilà donc une raison de choisir en couverture de l'architecture, parmi les 3 images retenues, 2 architectures sans architecte. Au-dessus de l'Opéra de Sydney, bâtiment universellement reconnu comme une magnifique architecture, il y a les façades bardées d'ardoises des maisons mitoyennes à Honfleur, et il y a un village près de Tawa au Niger, avec ses architectures Aoussa qui sont réalisées en banco, qui est ce mélange de terre argileuse et de paille hachée. Le poids pris par la profession d'architecte dans la compréhension de l'architecture, pour la culture populaire, s'entend, m'a amené à la même époque à me prémunir du mot.
C'était dans un manuscrit à propos de l'architecture et de la paix et de la consolation, commencé en 96 et publié en 2012 chez Jean-Michel Place. Un jour libératoire, j'ai décidé, advienne que pourra, de ne plus utiliser les mots architecture et architecte. Mots lourds de trop de sens, bien souvent de non-dit, souvent d'un malentendu à cause duquel monsieur et madame tout le monde se sentent exclus. Supprimer ces deux mots, sauf une fois, engagé à ne plus faire l'économie du sens, il me fallait dire ce qu'ils recouvrent. Bon, nous le savons bien, ce ne sont pas les architectes qui ont fait l'architecture, c'est l'architecture qui a fait les architectes. Du coup, se pose une vraie question. Quels sont les apports des architectes à l'architecture ? Dans le livre Mieux avec moins, j'y répondais ainsi. Ce sont l'accomplissement de ces valeurs politiques, la sauvegarde de ces aspects historiques, culturels et sociaux, l'innovation et l'exemplarité écologique vers un mieux vivre le monde. Je conclurai aujourd'hui sur l'exemplarité écologique. Le sens de l'architecture pour les architectes évolue au fil des siècles. Bon, entre moins 25 et moins 15 avant Jésus-Christ, on le sait, Vitruve le définit comme l'art de bien bâtir les immeubles, de construire. Au XVIIIe siècle, Étienne Boulet en fait une conception. Qu'est-ce que l'architecture ? La définirais-je avec Vitruve comme l'art de bâtir ? Non. Il y a dans cette définition une erreur grossière. Vitruve prend les faits pour la cause. Schlapp. Il faut concevoir pour effectuer. Nos premiers pères n'ont bâti leur cabane qu'après en avoir conçu l'image. C'est cette production de l'esprit, cette création qui constitue l'architecture, architecture destinée au peuple et aux individus. Dès lors, dans l'histoire de l'architecture, voit émerger la notion d'espace. En 1974, c'est un livre qui n'a jamais été traduit en français, je trouve ça extrêmement dommage parce que le livre est incroyablement riche et beau. En 1974, l'architecte hollandais Cornelis van de Ven, qui est proche de Louis Kahn, passe son doctorat en architecture à l'université de Philadelphie et il publie quelques années plus tard ce livre sous le titre L'espace en architecture, évolution d'une nouvelle idée dans la théorie et l'histoire des mouvements modernes. Il reprend finalement ce que Bruno Zevi avait montré quelques années avant, puisque en 1959, dans Apprendre à voir l'architecture, l'historien italien avait dit que l'espace, le vide, soit le protagoniste de l'architecture, n'est-ce pas du reste naturel ? L'architecture n'est pas seulement un art, pas seulement une image des heures passées, vécues par nous et les autres, c'est d'abord et surtout le cadre, la scène où se déroule notre vie. En 2004, en fait, l'écriture du livre pour les 8-12 ans avait motivé la recherche sur l'indéfinition de l'architecture. Avec Chris et Benoît, nous avions la certitude qu'il était grand temps de relancer largement la question de la définition de l'architecture, de récapituler ces définitions anciennes afin de ne pas laisser totalement ces définitions se perdre avec leur teneur en vérité, et d'engranger les définitions contemporaines pour manifester les capacités d'avenir de l'architecture. Cette question s'adresse à tous. Si l'architecture est depuis toujours si utile à la société et si nécessaire à la vie civile, on est chez lui ici, hein. Jacques-François Blondel, hein, le père. Voilà. Donc si l'architecture est depuis toujours si utile à la société et si nécessaire à la vie civile, jusqu'à être reconnue d'intérêt public par la loi contemporaine, c'est qu'elle est chose publique par excellence. Mieux, elle définit le commun, la patrie non mortelle des mortels qu'évoque Hannah Arendt, la contre-sépulture qu'évoquait Francis Ponge. C'est pourquoi la question de la définition de l'architecture n'est pas seulement une lubie de philosophes, d'architectes et d'esthéticiens. Elle engage quelque chose du monde et du sens de la terre, dirait Nietzsche. Elle engage une expérience ontologique dans la mesure où elle a partie liée avec l'espace, qui, comme le dit Paul Ricoeur, est la sensation ontologique par excellence. En fait, les définitions anciennes de l'architecture ne sont pas purement et simplement périmées. Pas plus que seraient périmées les anciennes définitions de l'homme. Pas plus que ne seraient périmées les conceptions passées de l'espace, dont la somme raconte une quête continue de l'homme, chercher à comprendre sa situation dans l'univers et sur Terre, à appréhender l'étendue qu'il y a entre lui et le monde matériel, à envisager cette contrée qui le précise à contrario. En attendant que notre recherche ait produit son lot de connaissances, il s'agissait bien d'écrire ce livre pour les 8-12 ans. Et leur dire,
l'architecture, ses raisons, ses acteurs et ses conditions dans le temps présent. L'introduction, installer la vie, pose que l'architecture répond aux deux besoins essentiels des individus et de l'humanité, être abrités et vivre ensemble. Puis, pour impliquer l'enfant, s'ouvre le chapitre autour de moi et les paragraphes chez moi. L'architecture est tout autour de nous. Et mes territoires. L'architecture, c'est aussi l'extérieur de chez soi, tout près ou au loin. Chaque matin, en quittant son habitation, on va d'architecture en architecture. Suivre pourquoi, comment, et des paragraphes, construire l'abri. L'architecture et la construction ont toujours grandi ensemble, comme deux sœurs. Car l'architecture doit être construite, les inventions techniques suivent les créations architecturales et réciproquement. Organiser la vie, pour cohabiter, les hommes aménagent leurs espaces, ils l'organisent pour faciliter leurs activités quotidiennes et distinguer la sphère publique et la sphère privée. Des traces. L'architecture est le grand livre de l'humanité, écrivait Victor Hugo, elle révèle son histoire. Une forme de langage. Ça a été évoqué déjà tout à l'heure. En regardant une architecture, on comprend ce qu'elle abrite. En ce sens-là, l'architecture est comme une forme de langage et des intercalaires, ici sur les formes essentielles. Quand la naissance du métier se pose, je l'expliquais ainsi. Au début, on devenait architecte par l'apprentissage sur le chantier et dans les ateliers. Puis sont apparues les premières écoles. Elles enseignent ce qui est utile à l'architecte, dessin, géométrie, calcul, histoire, droit, etc. À l'époque, on ajoutait même la danse pour que l'architecte brille dans les salons. Le XVIIIe siècle, c'est assez délicat. L'œuvre. On ne peut pas réduire l'architecture à la construction. Comme le peintre et le sculpteur, l'architecture produit une œuvre originale, somme de réflexion, de technique et de savoir-faire. L'architecte résout des problèmes pratiques de la vie quotidienne. L'architecture est une installation de la vie qui requiert de la bienveillance de la part de l'architecte. Il doit prendre soin de ceux qui vont habiter ses œuvres. Matière, forme évoque les aspects des matières, textures, couleurs, leur résistance, et l'illustre par l'invention de l'arc en brique. Ville et architecture. La ville est le reflet de la société qu'elle héberge. La matière dont elle assemble les architectures révèle son histoire et son organisation. Et d'autres intercalaires, comme ici, Corbu avant et aujourd'hui. Ou hier, même encore. Et bien sûr, l'environnement. Depuis le 19e siècle, les hommes ont développé des activités si polluantes qu'aujourd'hui l'atmosphère de la Terre est modifiée et que le climat change. Les architectures permettent dès à présent de consommer moins d'énergie. Les villes changent aussi. On installe de grands parcs, des poumons verts qui améliorent la qualité de l'air grâce au carbone stocké dans les bois et à l'oxygène dégagé par la croissance des plantes. Et tandis que les villes se densifient, il faut veiller à préserver la campagne et ce qui reste de nature. 2003, hein. On le savait bien déjà en 2003. On le savait tous ça en 2003. Vient le chapitre qui fait quoi, avec les paragraphes la commande. Alors là, si vous regardez bien, la commande, c'est la tour Fiat. C'est Monsieur Bouygues, Monsieur Fiat qui est là, Agnelli, enfin c'est la commande, quoi. L'architecte, et vous retrouvez un architecte sur lequel il y a une magnifique exposition en ce moment à Beaubourg. L'architecte, un concepteur et un inventeur qui travaillent une œuvre collective. Puis de l'architecte et l'ingénieur et les autres, on passe aux étapes de la construction par les constructeurs et pour arriver aux usagers. Parfois, se sentir chez soi, pour se sentir chez soi, il suffit de mettre un nom sur une boîte aux lettres, de poser une plaque sur la façade et de fixer au mur une photo de famille. Et pour engager l'enfant dans la découverte, le livre se clôt par Soyons curieux. Avec mon corps, les architectures sont à l'échelle de l'homme. Connaissons-nous la hauteur d'un siège ou d'un bureau, la longueur d'un lit, la hauteur d'une porte? Il existe divers moyens de les mesurer. 1 mètre, un corps, celui de son ami, ses pieds, ses pouces, comme le faisaient les anciens et encore les Anglais. Enfin, pour les enseignants, quelques pistes, des livres, des revues, des sites internet et des centres de ressources. Voilà, depuis l'architecture, 20 années se sont passées. Et on le sait bien, l'architecture traverse une période sans précédent, parce que nous aussi, nous vivons une période sans précédent. Pour penser l'architecture, nos modèles théoriques se déplacent. Nous quittons le modèle mathématique qui a dominé la théorie architecturale jusqu'à nos jours pour s'approvisionner dans le champ de la biologie.
Biomimétisme, biomorphisme, biodiversité, intérêt pour les milieux, la conscience enfin reconnue de la fragilité de l'humanité et de la Terre, de leur finitude commune, engage à penser une nouvelle relation de l'homme et de la nature. Les propos tenus en 1993 par le philosophe allemand Peter Sloterdijk, dans un livre qui s'appelle « Sur le même bateau », sont compris. Je cite Sloterdijk. « Pendant que les différentes scènes de la culture travaillent à valoriser la nouvelle instabilité, saluent le chaos et célèbrent l'inconséquence. » Si vous vous souvenez des années 90, tout ce que les architectes disaient sur le chaos, là. Partie des siècles écologistes, elle a été reprise par les milieux de l'économie et porte sur la durabilité, sustainability. On commence peu à peu à comprendre que l'actuel way of life et le long terme sont deux choses qui s'excluent totalement l'une l'autre. 30 ans plus tard, on le sait, parce qu'on le vit. L'actuel way of life et le long terme sont deux choses qui s'excluent totalement l'une l'autre. La vie de nos enfants ne sera pas du tout celle de nos parents, même pas la nôtre, vraiment pas du tout. Ces images, c'est pas de la dystopie pour demain. Hein. Elles ont été prises l'année dernière, quoi. C'est du passé, ces images. Et là, on n'est qu'à plus 1,12 degrés. Dans son dernier rapport, le GIEC annonçait que la fatidique élévation des températures au-delà de plus 1,5 degrés serait atteinte en 2030 et non pas en 2100. Et qu'à la fin du siècle, nous serons proches de plus 2,5 degrés, voire 2,8 degrés. L'actuel gouvernement vient de lancer une consultation pour préparer la France à une hausse de plus 4 degrés. Je ne suis pas certain qu'ils aient fait attention à ce qu'ils ont écrit. Bref, le fait est là. Nous savons aujourd'hui tout ça. Quand, pour finir, la définition de l'architecture, avec Chris et Benoît, nous disions ceci. La recherche du sens de l'architecture, c'est-à-dire la poursuite infinie de sa définition, n'est pas différente du souci de la chose elle-même, c'est-à-dire du sort de notre monde, au sens le plus concret et le plus vif de cette expression. Comme le souligne fort justement Jean-Luc Nancy, la béance qui se forme est celle du sens, de la vérité et de la valeur. Pourtant, parler de sens et de vérité au milieu de l'agitation militaire, des calculs géopolitiques, des souffrances, des grimaces de bêtises et de mensonges n'est pas idéaliste, c'est toucher la chose même. Qu'en est-il alors de la chose architecturale ? Est-elle dans l'articulation du logos, du topos, de l'aiesthesis, en d'autres mots, de la langue, du lieu et de l'expérience sensible ? De quoi l'architecture est-elle en charge de tout temps et face au monde à venir ? Comment engages-tu le monde ? Serait la question pertinente à poser à l'auteur de tout projet d'architecture. Comment engages-tu le monde ? Dans Mieux avec moins, j'avais donc proposé que l'exemplarité écologique vers un mieux-être ensemble fasse partie des apports spécifiques des architectes à l'architecture. La jeunesse est touchée par l'éco-anxiété, l'angoisse climatique, le burn-out écologique, la dépression verte ou la solastasie selon les mots. Les causes sont d'une part la conscience de l'effondrement du vivant et de l'autre, ce n'est pas le changement climatique tout seul qui inquiète, mais le fait qu'on ne fasse rien, écrit la pédopsychiatre Leila Benoît dans Le Monde du 20 août 2022. Voilà bien le propos à ne jamais laisser grandir dans l'esprit de la jeunesse. Alors que partout dans le monde, agissent sur le terrain pour tous et pour la planète, des individus seuls ou en groupe ou collectivement. Comme dans le monde des bâtisseurs, des constructeurs ou des industriels qui proposent des produits éco-conçus et des techniques frugales, et des architectes, des maîtres d'œuvre, des urbanistes, des paysagistes et des bâtisseurs qui les mettent en œuvre. Depuis 2003, de nouvelles notions sont partagées. Le monde déjà là, sa réhabilitation, son habitabilité, selon l'expression de Bruno Latour. Elles sont accompagnées par un intérêt accru pour les milieux, pour le vivant, pour la matérialité, pour le local, et par l'invention de nouvelles manières d'habiter ensemble. Depuis 2003, réhabiliter n'est plus considéré seulement comme une réparation, mais comme la recherche d'une nouvelle estime pour ce qui est déjà là, et demande la nécessité, mais tu l'as dit, de ménager le monde habité, mais on ne ménage pas le monde habité sans ceux qui habitent ce monde. Là est le quotidien des architectes au XXIe siècle. Il s'agit de garantir une habitabilité de la Terre pour laquelle l'architecture est plus que jamais sollicitée. Réorganiser l'espace des sociétés.
protéger les individus face à l'évolution climatique, adapter les bâtiments, adapter les agglomérations. Voilà pourquoi nous n'avons jamais eu autant besoin des architectes et de l'architecture, pour reprendre la formule de la ministre Rima Abdul-Malak. Ce nouvel accueil de l'architecture dans l'enseignement scolaire est l'occasion d'offrir un panorama multicolore des mondes à vivre et à habiter dès aujourd'hui pour demain. Et ce, dans une richesse profuse. Car une fois quittées les réponses génériques du productivisme, s'ajoute à la puissance des relations entre la nature et les cultures de l'habité l'incroyable beauté et richesse des mondes déjà là. Pour l'architecture s'ajoute donc l'abondance des solutions concrètes pour répondre à chaque projet, agir et penser de 1000 manières avec la nature et les sociétés. La profusion retrouvée des ambiances et des architectures adaptées aux différents milieux, aux différentes sociétés et cultures, aux climats si variés pour tous et surtout pour les plus démunis. L'ample variété des matérialités et des procédés constructifs pour des réponses adaptées et proportionnées, pleines, accomplies, rien de plus, rien de trop. Et la richesse prolifique des relations humaines, multispécistes ou existentielles, et toutes les voies de l'œuvre collective. Il importe de montrer comment l'architecture s'est adaptée, comment l'architecture s'est préparée, est apte à abriter une société face aux enjeux à venir. Déjà réalisée depuis plus de 30 ans. L'architecture engagée, bâtie, efficace est là, partout, sur tous les continents. Elle sait maintenir l'habitabilité des mondes de demain, permettre d'habiter l'espace fini d'une terre en surchauffe, à tous et surtout aux plus démunis. Ce formidable défi est relevé. Et si l'architecture était en fait la solution ? Bref, il sera toujours temps de dire aux enfants les vertus archaïques de l'architecture. Il sera toujours temps de leur rappeler que Vitruve proposait firmitas, utilitas, venustas, solidité, utilité et beauté, et d'y ajouter le bien-être et la santé, autant de questions requises par sa vocation, son rôle ontologique, la consolation. Agissons en sorte que nos enfants puissent vivre ce que l'architecture autorise. Escortés d'un train de vie, nous rentrons chez nous, confier la peur du hasard aux murs et aux choses. Récolter les fragments d'un secret bonheur et accéder à l'expérience de l'étendue qui fait fondre les mondes de l'extérieur et de l'intérieur dans deux contrées inséparables. Voilà accru le bonheur d'habiter, au moment d'éprouver la solidité de l'immeuble dans le maelstrom de la vie, la protection de la vitre dans la bourrasque, la tiédeur du lit dans la tempête et soudain le confort du siège à la lecture des atrocités ailleurs. Mais que se passe-t-il dans le mur et dans le toit qui parvient à retenir le soir, le froid et les peurs ? Calfeutrés, la chambre nous soutrait du théâtre des chemins. Nous nous y enfermons, asile souverain rempli de détails sentimentaux. Île au milieu des îles, parage de paix s'il en est, retrait essentiel. La chambre autorise de se réveiller le lendemain sur l'autre rive de la nuit, en soi, renouvelé, délié, délivré, prêt à prolonger un nouveau jour dans le monde après un repos qui n'est qu'en apparence de relâche. L'éternité s'y meut, l'être en son essence, la vie en son quotidien. Il y a le lit où se blottit l'essentiel de nos vies, sous la couette imprenable, ultime rempart, théâtre de la relâche qui sauve. Voilà la plage que nous nous sommes inventés pour repousser autant que possible notre destin. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, vraiment. J'avais besoin d'écrire ce texte.